Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les cours de physique. Et comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, on avait entamé ici les applications de la dynamique. Alors au niveau de ces applications de la dynamique, on a commencé ici par l'étude d'un solide en translation rectiligne sur un plan incliné. On a dit qu'il existe plusieurs cas, mais dans le cas précis, on avait pris ici quelques cas possibles lorsque le solide monte. Ainsi, on a choisi ici un solide S de masse M lancé avec une vitesse initiale V0 sur un plan incliné d'un angle alpha, monte en un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on a demandé d'appliquer ici le théorème du centre d'inertie et le théorème de la variation ici de l'énergie cinétique. Sur ce, on a dit qu'il existe plusieurs cas, dont le premier cas, dans la vidéo précédente, c'était sans frottement. Alors, pour la rencontre d'aujourd'hui, nous allons étudier le mouvement de ces solides avec frottement. On dit quoi? La somme des forces de contact est une constante F vecteur, même direction que le vecteur vitesse, mais de sens opposé. Cela veut dire quoi? D'étudier le mouvement de ces plans inclinés avec frottement. Alors, voilà, ici, on avait dit quoi? L'étude, on a dit ici dans la vidéo précédente que l'étude dynamique ici du mouvement d'un solide commence toujours par un schéma relatif ici à l'énoncé de l'exercice. Dans le cas précis, comme c'est avec frottement, voilà, on a un plan incliné ici d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. L'objectif, le solide quitte du point A vers le point B. Donc, la longueur du déplacement, c'est la distance ici AB. Alors, comment il faut repérer la position du solide et compléter le schéma? Dans le cas précis, on a repéré la position du solide en ces points. Donc, il faut d'abord déterminer son centre d'inertie. Vous trouvez ici le centre d'inertie. On cherche maintenant l'intersection des diagonales. Voilà l'intersection ici des diagonales du solide. C'est ce qui correspond au centre d'inertie. Alors, on trace maintenant un repère d'étude dont l'origine coïncide avec le centre d'inertie du solide. Cependant, je représente l'abscisse ici de ce repère d'étude qui doit être parallèle au plan incliné. Je trace ici l'abscisse qui doit être parallèle au plan incliné. On note ici par l'abscisse X. Cependant, il faut tracer l'ordonnée Y qui doit être perpendiculaire, mais qui passe par le centre d'inertie du solide. Alors, je peux représenter ici, ensemble, nous allons représenter l'ordonnée Y. On représente ici l'ordonnée Y, perpendiculairement à l'abscisse. Je trace ici l'ordonnée Y. Je prolonge maintenant l'ordonnée de l'autre côté. Voilà l'ordonnée Y. Partant de l'ordonnée Y, on a l'abscisse et l'ordonnée Y, dont le centre d'inertie du solide est noté par G. Comme le poids est une grandeur vectorielle dirigée toujours vers le bas, le poids est toujours vertical, alors il faut d'abord représenter le poids de ces solides. Je place comme ça l'équerre, je représente le poids verticalement. Je trace ici l'équerre pour obtenir un angle de 90 degrés, pour que le poids là soit vertical. Je trace maintenant le poids du solide, qui doit être vertical, dirigé vers le bas. Le poids est noté par P vecteur. Alors, le poids étant une grandeur vectorielle, on doit décomposer le poids suivant les axes. On décompose maintenant. On a dit en classe que toute grandeur vectorielle située entre deux axes se décompose. On décompose ici le poids suivant l'axe Y. Par là aussi, on décompose le poids suivant l'axe X. On décompose comme ça, suivant l'abscisse X. La composante du poids suivant l'ordonnée, on note ça par P, Y vecteur. Et la composante du poids suivant l'abscisse, on note par P, X vecteur, comme ça. Alors, comme mentionné ici déjà, alors, comme le solide monte ici sur ce plan incliné, du point A vers le point B,
il faut indiquer le sens de déplacement du solide par un signe plus, suivi d'une flèche qui indique ici que le solide monte. Cependant, on remarque ici que dans ce triangle, l'angle alpha est formé au sommet. Alors, on obtient maintenant l'image de ce triangle au niveau du centre d'inertie. G, P, Y, P, G, P, X, P. Alors, l'angle obtenu ici au sommet, c'est le même angle alterne interne que nous allons obtenir au sommet aussi de ces triangles. On met ici les deux angles aussi, alterne, interne. L'angle alpha obtenu ici, c'est le même angle obtenu ici aussi de l'autre côté, au sommet aussi de ces triangles. Cependant, comme la réaction est une force ici de résistance, cette fois-ci c'est avec frottement, et on avait dit sans frottement, la réaction est normale, confondue à l'axe Y. On a fait ça dans la vidéo précédente. Alors pour la rencontre d'aujourd'hui, comme c'est avec frottement, alors la réaction qui est là est une force de résistance. Donc, on a ici ces composantes R, Y. On a ces composantes, on va décomposer ici. R, Y vecteur. Et par là, la composante suivant l'abscisse, on note ça par R, X. R, X est égal à la force de frottement notée par petit f. Donc, l'objectif, c'est de trouver ici la résultante maintenant ici de ces deux composantes de la réaction. Pour trouver la résultante ici, on trace d'abord une droite ici parallèle à la composante Rx. Et par là aussi, on trace une droite aussi parallèle à la composante Ry. On trace comme ça. Alors, le point d'intersection de ces deux vecteurs-là donne maintenant le vecteur réaction ici, R vecteur. Ici, on a R vecteur. Je reprends. La réaction est une force de résistance qui s'oppose toujours au déplacement du solide. Donc, si le solide descendait sur le plan incliné, la réaction devrait être orientée dans ce sens. C'est-à-dire, la réaction est toujours dans le sens contraire. Mais comme dans le cas précis, la réaction monte et le solide monte, alors la réaction s'oppose ici au déplacement. C'est une force de résistance. Pour trouver cette réaction, on met les deux composantes Rx et Ry. Mais la composante Rx est confondue à la force de frottement. C'est la force de contact ici déjà avec le déplacement déjà. Donc la force de frottement petit f étant égale à Rx et la composante Ry aussi, on met les deux grandeurs vectorielles, on cherche maintenant la résultante de ces deux qui donne maintenant la réaction R. Donc voilà pour un premier temps la représentation ici du schéma relatif ici à l'énoncé de l'exercice. Alors, l'étude dynamique commence d'abord par quoi? Dans la vidéo précédente, on a bien mentionné ici que dynamique doit toujours commencer par les conseils de résolution. Parmi ces conseils de résolution, on a commencé par le système à étudier. Le système à étudier. Au niveau du système à étudier, on a dit ici que le système à étudier dépend de l'énoncé de l'exercice. En disant quoi? Comme dans l'énoncé, dans le cas précis, on dit un solide S de masse M. Alors, nous allons dire quoi? Le système à étudier, ici, c'est le solide de masse M. Mais si on te disait dans l'exercice un objet de masse M, là, tu allais aussi énumérer un objet de masse M. Mais dans le cas précis, allons dire ici un solide de masse M. Un solide S de masse M. Un solide S de masse M. Cependant, on va revenir sur le deuxième point. Le deuxième point consiste à énumérer le référentiel d'étude. On met ici référentiel d'étude. On nous a dit en classe qu'il faut toujours choisir le référentiel terrestre supposé galiléen. Alors, on dira ici le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé galiléen. Après,
Le troisième pas, il faut également énumérer le bilan des forces. Le bilan des forces consiste à énumérer l'ensemble des forces ici représentées sur le solide. Alors, les forces ici agissant sur le solide sont, on a le poids et la réaction. Car Rx, Ry, Px et Py sont les composantes ici du poids et de la réaction. Donc, vous allez juste énumérer le poids et la réaction. Vous n'avez pas besoin d'énumérer les composantes là. Donc, on dira ici, au niveau du bilan, le solide S est soumis à l'action des forces suivantes. À l'action des forces suivantes. À savoir, on a son poids, P vecteur égale à M fois G vecteur, et la réaction totale. La réaction totale R vecteur. Donc, on a dit dans la vidéo précédente qu'il faut distinguer la réaction normale et la réaction totale. Dans le cas précis, c'est la réaction totale qu'on a. Car R qui est là se décompose suivant les deux axes. Mais si la réaction, quand on dit dans l'exercice sans frottement, la réaction sera confondue ici à l'axe Y. Et cette réaction est appelée la réaction normale ou bien la réaction du plan. Alors, dans le cas précis, allons commencer par, petit 1, l'application. On va commencer par l'application du théorème. On va commencer par l'application du théorème du centre d'inertie. L'application du théorème du centre d'inertie. En abrégé, on met TCI. Alors, qu'est-ce que ce théorème nous dit? En classe, vous avez énoncé ce théorème en disant quoi? Et dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle de toutes les forces appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Alors, arrivé ici, on se réfère du bilan. Au niveau du bilan, on a énuméré deux forces. Donc, on prend la somme vectorielle maintenant de ces deux forces-là en disant quoi? P vecteur plus R vecteur, cela est égal à M fois A vecteur. Arrivé ici, on décompose le théorème du centre d'inertie là suivant les axes. Ici, on a deux axes d'étude, OX et OY. On décompose maintenant suivant OX, après on décompose suivant OY. En décomposant, allons mettre ici, projetons suivant les axes, des coordonnées, le TCI. On décompose. Allons décomposer d'abord suivant OX, suivant l'axe OX. Suivant l'axe OX, on regarde l'axe OX. Il y a combien de forces ici représentées suivant l'axe OX? Il y a PX et RX. Alors, on prend maintenant les deux forces. L'on prend ici PX vecteur plus maintenant RX vecteur. Ça, c'est égal à M fois A vecteur. Après, on prend aussi suivant l'axe OY. Suivant l'axe OY, on regarde aussi le schéma. Il y a combien de forces aussi représentées suivant ici OY? On a PY et RY. Alors, on prend ici PY plus RY, ça c'est égal à un vecteur nul, comme ça. Je vais noter ici par la deuxième relation.
Ici, on a la première relation. Cependant, l'application du théorème du centre d'inertie, c'est suivant ici les deux relations. Alors, l'objectif, c'est de montrer maintenant les différentes questions que nous allons retrouver en déterminant, en appliquant ici le théorème du centre d'inertie. La première question que vous allez généralement rencontrer au petit a, il se peut qu'on vous demande de déterminer, lorsqu'on vous demande dans l'exercice de déterminer la nature du mouvement. Lorsqu'on vous demande dans l'exercice de déterminer la nature du mouvement. Pour déterminer la nature du mouvement dépend de l'accélération dans l'exercice. Alors, il faut déterminer l'accélération. Dans les deux équations-là, où se trouve l'accélération? L'accélération se trouve ici dans la première relation. Px plus Rx égale à m fois A. Alors, on dira maintenant, pour cela, pour déterminer la nature du mouvement, on doit déterminer l'accélération. Donc, on dira pour cela, cherchons l'accélération. Cherchons l'accélération. Déterminer l'accélération, nous allons considérer l'axe OX. Alors, on dira ici, on dira quoi? Suivant de la relation numéro 1, virgule, on a. En prenant cette relation, on prend un module. On enlève maintenant les vecteurs. Alors, en prenant ici un module, on revient au niveau du chemin. On doit tenir compte le sens de déplacement du solide et le sens d'orientation vectorielle des grandeurs. Dans le cas précis, on constate ici que Px est opposé, Rx aussi est opposé. La deuxième remarque, on regarde notre repère d'étude. Le cadran positif de ces repères et le cadran négatif de ces repères. On constate ici que les deux forces-là sont situées dans le cadran négatif ici du repère, dont l'origine coïncide avec le centre d'inertie du solide. Donc, c'est des forces ici de résistance. Px prend moins, Rx aussi prend moins. Comme les deux là sont opposés au déplacement du solide, ou bien sont dans le cadran négatif du repère. Cependant, on met moins Px, moins aussi Rx, ça c'est égal à m fois A. On revient. Dans l'exercice, ils vont généralement donner la force de frottement. Mais on sait que la force de frottement, petit f égale à Rx. Alors on peut remplacer ici. On obtient maintenant moins Px moins petit f égale à m fois A. Donc dans le cas précis, Px qui est là ne sera jamais donné aussi plus tôt dans l'exercice. C'est à vous de déterminer. Donc on dira maintenant, cherchons Px sur le schéma. Pour trouver maintenant Px sur le schéma, on se réfère du triangle GPXP. On constate ici que dans ces triangles déjà, Px qui est là est opposé à l'angle alpha formé au sommet. Alors, on nous a donné cette notion en 10e année qu'il faut maîtriser la notion SOHCAHTOA. SOHCAHTOA veut dire quoi? Sinus, la fonction sinus c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. La fonction cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. La fonction tangente c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, le côté opposé, c'est le côté qui ne participe pas à la formation de l'angle, qui fait face ici à l'angle. On remarque ici que Px qui est là est opposé à l'angle alpha. Alors, on passe maintenant par la fonction sinus. On dira maintenant dans le triangle, G, PXP. On a dans le triangle GPXP.
La fonction sinus de l'angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, on prend sinus de alpha égale, le côté opposé ici, c'est Px. On prend Px sur l'hypoténuse P. Alors, l'objectif, c'est de tirer maintenant Px. Lorsqu'on tire maintenant Px, on aura P sinus de alpha. Mais le poids est égal à quoi? À m fois g. On peut dire maintenant que Px est égal à mg sinus de alpha. Donc, dans cette première relation, partout on retrouve maintenant Px, on peut remplacer par ça. Donc, on dira maintenant 1 devient, on remplace Px maintenant par son expression. Nous allons obtenir moins mg sinus de alpha moins f, cela est égal à m fois a. Alors, comme c'est l'accélération que nous cherchons, dans cette expression, on peut tirer l'accélération. Mais en faisant quoi? En factorisant ici par moins. Je peux dire maintenant que l'accélération a égale à moins. Lorsqu'on factorise, on aura m fois g sinus de alpha plus petit f sur la masse m. Alors, on passe par une propriété mathématique. A plus B, le taux sur C. On peut dire quoi? Que c'est A sur C plus B sur C. On peut scinder ce qui est là, on simplifie la masse par là. Donc, on peut dire maintenant que l'accélération égale à moins facteur de G sinus de alpha plus, on divise F maintenant par M. F sur M. Voilà comment il faut trouver l'accélération. Cette accélération trouvée ici, avec le signe moins, est inférieure à 0. Et on sait déjà quand l'accélération est inférieure à 0, la nature du mouvement ici, le mouvement là doit être rectiligne uniformément retardé. Alors nous allons conclure en disant quoi? Mettant ici nature du mouvement. Comme A est inférieur à 0, alors le mouvement du solide S est rectiligne uniformément retardé. Alors ensemble, nous allons déduire la nature du mouvement. On met ici nature. On dira quoi? Comme A est inférieur à 0, alors le mouvement est rectiligne uniformément retardé. D'équations caractéristiques. Allons profiter de l'occasion de déduire maintenant les équations caractéristiques d'un tel mouvement. L'équation caractéristique. Quelles sont les équations caractéristiques? Allons commencer par l'abscisse x. L'abscisse x AB ici n'est rien d'autre que la longueur du déplacement AB, c'est l'abscisse. La distance ici, on met quoi? 1 demi de AT au carré plus V0T. V0 c'est quoi? C'est la vitesse au point A. Alors, on revient, on met quoi? V égale à AT plus V0. Et également, la relation de Galilée, V carré moins V0 au carré égale à 2 fois A multiplié par X AB. Cependant, il y a de ces exercices, on vous demandera d'établir l'équation horreur X en fonction ici de G alpha, F et M. Lorsqu'on vous demande d'établir l'équation horreur en fonction de ces paramètres-là, alors on dira ici équation horreur en fonction, l'équation horreur en fonction, l'équation horreur en fonction de alpha, G, M, F et V0. Partout on retrouve ici l'accélération, on remplace maintenant par son expression. Donc on dira maintenant x de AB est égal à moins 1 demi. On met moins 1 demi, on remplace l'accélération par son expression ici. Facteur G sinus de alpha plus maintenant F sur M, le tout facteur maintenant de TO
carré plus V0 T. Alors, cette expression qui est là est l'équation horaire du mouvement du solide S en fonction de G, alpha, F, M et V0. Donc, partant maintenant de l'expression là, alors, posez une condition. Quelle est cette condition? Lisez très bien l'exercice. Quand on vous dit ici que le mobile s'arrête arrivé au sommet de la trajectoire, c'est-à-dire arrivé au sommet de la trajectoire, le mobile s'arrête. À l'arrêt maintenant, pour un mouvement rectiligne uniformément retardé, la vitesse finale V doit être égale à 0. Donc, on dira maintenant, à l'arrêt, la vitesse V égale à 0. Les deux équations là maintenant. Les deux équations ici, on a V étant égal à AT plus V0. À l'arrêt, l'expression là doit être égale à 0. Par là aussi également, on obtient moins V0 au carré. Cela est égal à 2 fois A multiplié par X AB. Donc, à l'arrêt, voilà comment il faut écrire les équations. Cependant, au petit 2, allons petit b plutôt, nous allons parler ici de l'application du théorème, toujours du centre d'inertie. Quelle est la deuxième question que nous allons rencontrer après? La détermination ici de la nature du mouvement. Ils vont demander de déterminer la réaction. Donc, détermination de la réaction. De la réaction. Ou bien du module de la réaction. La réaction est déterminée ici. On constate que la réaction qui est là, pour déterminer le module de la réaction, R, on dira ici le module de la réaction R est égal à la racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. La réaction est exprimée en Newton. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est comment peut-on trouver les composantes Rx et Ry. On a dit tout à l'heure, quelque part, que la composante Rx est égale à la force de frottement. Mais comment peut-on trouver à présent Ry? Pour trouver ici Ry, on revient au niveau de la deuxième relation ici. On a dit quelque part que Py plus Ry égale à un vecteur nul. Alors, on dira maintenant, cherchons Ry dans 2. Dans cette relation, Py vecteur plus Ry vecteur égale à un vecteur nul. On prend un module, on enlève ici les vecteurs. En enlevant les vecteurs, on revient au niveau du schéma. Au niveau du schéma, on remarque ici que le repère qui est là est constitué de deux cadrans. On a le cadran négatif et le cadran positif. C'est Py ici qui est dans le cadran négatif. Bien que les deux forces-là obéissent ici au principe de l'action et de la réaction, leur rôle, c'est de maintenir le plan incliné, le solide ici sur le plan incliné. Donc, Ry qui est là, étant dans le cadran positif du repère, on met là-bas plus, et Py ici prend un signe moins. Cependant, on dira ici Py. Nous allons prendre ici moins Py plus maintenant Ry égale à 0. On envoie ça au second membre. On obtiendra Ry égale à Py. Ça veut dire que lorsqu'on trouve ici Py, on peut trouver maintenant Ry. Cependant, pour trouver ici Py, on revient dans le triangle. G, Py, P. Quand on trouve ici Py, on peut trouver maintenant Ry. Mais on constate ici que Py représente ici le côté adjacent de cet angle ici, alpha. Comme c'est le côté adjacent, alors on passe par la fonction cosinus. On dira maintenant dans le triangle, G, Py, P, virgule, on a. Regardez très bien ce triangle là-bas. On constate que Py représente le côté adjacent. Alors, je passe ici par la fonction cosinus.
dit bien, cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. On dira maintenant cosinus de alpha, c'est P, Y sur P. L'objectif, c'est de tirer ici PY. PY maintenant serait égal à quoi? À P cosinus de alpha. Et le poids P égale à M fois G. Ça veut dire que PY égale à MG cosinus de alpha. Donc, cependant, comme on a trouvé ici PY et que RY égale à PY, par conséquent, RY aussi est égal à MG cosinus aussi de alpha. Alors, le module de la réaction étant la racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré, Rx égale à petit f, la composante Ry, voilà la méthode comment il faut déterminer. Ry est égal à m fois g cosinus de alpha. Donc, vous remplacez dans l'expression là. Ainsi, on dira ici le module de la réaction est égal à petit f au carré plus maintenant facteur. On met ici mg cosinus de alpha, le tout au carré. Mais dans les calculs, vous allez trouver d'abord Ry numériquement, vous trouvez ici Rx aussi numériquement, puis maintenant vous remplacez au niveau de la formule. Donc voilà comment il faut déterminer la réaction. Au petit 2, allons essayer de parler cette fois-ci de l'application du théorème de la variation de l'énergie cinétique. Appelons du théorème. Allons parler maintenant de l'application du théorème de l'énergie cinétique. Alors, ce théorème nous dit ceci, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique entre deux instants est égale ici à la somme algébrique des travaux des forces SE. Alors, la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. On a énuméré combien de forces au niveau du bilan? 2. Donc, cependant, on prend le travail du poids, plus aussi le travail de la réaction. Alors, l'énergie cinétique d'un corps est le demi-produit de sa masse par le carré de la vitesse. On prend un demi de M moins, un demi de mv carré moins un demi de mv0 au carré. Cela est égal au travail du poids, plus maintenant le travail de la réaction. Arrivé ici, on doit se servir de la nature du mouvement. Comme dans le cas précis, on a mentionné ici que le mouvement est retardé et à l'arrêt, la vitesse finale doit être égale à 0. Cependant, maintenant, allons poser cette condition en disant quoi? Avec V égale à 0, car, oui, avec ici V égale à 0, déjà car le mouvement est rectilignément retardé et nous sommes à l'arrêt. Cependant, dans l'expression là, ça reste moins 1 demi de mv0 au carré égale. Le poids qui est là se décompose suivant les axes. Alors, on prend maintenant le travail du poids, plus aussi le travail de la réaction R vecteur. Alors, arrivé ici, qu'est-ce qu'il faut? On revient au niveau des deux travaux là. Le poids, comme le poids se décompose suivant les axes, on prend sa composante d'abord Px, le travail ici de sa composante Px, après le travail aussi de sa composante Py. Mais qu'est-ce qu'on remarque à partir de là? On remarque ici que le poids a pour composante Px et Py. Alors Py qui est là est perpendiculaire au déplacement. Alors pour ne pas être trop long dans la vidéo, alors le travail du poids ici est résumé sur ces deux composantes-là. On a sa composante suivant l'abscisse et sa composante suivant l'ordonnée. Mais on remarque ici que le travail de Px déjà, comme au niveau du schéma, Px est opposé au déplacement, alors on obtient un travail résistant. Mais Py est perpendiculaire au déplacement, donc on obtient un travail nul. On dira ici, le travail de Py égale à 0. Car Py est perpendiculaire au déplacement. Car Py est perpendiculaire au déplacement.
Tandis que le travail de Px maintenant étant opposé au déplacement, alors on obtient moins P fois H. Le travail du poids égale à P fois H. On remplace, c'est un travail résistant déjà. On remplace maintenant dans l'expression. Également, le travail de R aussi de la réaction est résumé ici suivant ses composants. Le travail de Rx et le travail de Ry. Le travail de Ry aussi égale à 0. Car on remarque aussi que Ry ici est perpendiculaire au déplacement. Et Rx aussi est opposé au déplacement. Donc on obtient aussi un travail résistant. Cependant, comme c'est un travail résistant et que Rx est égal à petit f, donc on obtiendra ici le travail d'une force constante. C'est le produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement. Voilà la fonction cosinus de l'angle formé entre le déplacement et la force. Mais dans le cas précis, on constate maintenant que la force ici est parallèle au déplacement. Donc l'angle formé là-bas égale à 0. Et cosinus de 0 égale à l'unité. Alors, on remplace maintenant les deux travaux obtenus ici au niveau du théorème de l'énergie cinétique. On obtiendra moins 1 demi de m v0 au carré. Cela est égal à moins p fois h. Et le poids p égale à m fois g. Donc, je peux dire mg fois h. Moins aussi f fois l. Alors, on factorise ici par moins ou bien on multiplie l'équation par moins 1. On obtiendra maintenant 1 demi de mv0 au carré égale à mg fois h plus maintenant f fois l. Arrivé ici, la hauteur là ne sera pas donnée dans l'exercice. À vous de déterminer la hauteur. Alors, pour trouver la hauteur, on revient au niveau du schéma. On remarque ici au niveau du schéma que la hauteur h fait face à l'angle alpha. Je prends ici la fonction sinus de l'angle alpha. C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, là, c'est la longueur du déplacement qu'on a noté ici par L. Donc, on peut dire avec sinus de l'angle alpha étant égal, le côté opposé là-bas c'est H, la longueur du déplacement là-bas c'est L. Donc, on va tirer ici la hauteur H. C'est L, sinus de l'angle alpha. On remplace maintenant dans cette relation. On obtiendra 1 demi de m v0 au carré. Cela est égal à mg fois L sinus de alpha plus maintenant f fois L. Je factorise par L, je transpose 2 au second membre. Alors nous allons obtenir m fois v0 au carré égale à 2 fois L facteur mg sinus maintenant de alpha plus f. Arrivé ici, voilà l'application du théorème de l'énergie cinétique. Ça dépend de l'énoncé de l'exercice. Si la vitesse initiale est donnée, ils vont demander de calculer quoi? La longueur L. Et si la longueur L est donnée, il se peut qu'on vous demande maintenant de calculer cette vitesse V0. Alors, si c'est la vitesse initiale qu'il fallait trouver, alors la vitesse V0 ici serait égale à quoi? La racine carrée de 2 fois L facteur de G sinus de alpha plus maintenant F sur M. Et si c'est L qu'on demandait de calculer, alors L aussi serait égal à quoi? À, ici déjà, M fois V0 au carré sur 2 facteur aussi de M G sinus de alpha plus F. Voilà les deux expressions là déjà. Pour calculer la longueur, on peut passer par l'expression là. Pour calculer la vitesse dans l'exercice, on passe maintenant par cette expression. Mais je précise, si toutefois dans l'exercice, la méthode n'est pas exigée, alors un élève peut passer directement ici par la relation de Galilée pour trouver cette vitesse. On a dit quelque part que moins V0 carré égale à 2A x2 AB. Donc, dans cette relation, il suffit seulement de remplacer l'accélération ici maintenant par son expression qu'on a trouvé ici, l'accélération A qu'on a trouvé. Vous remplacez ici l'accélération A par son expression pour trouver E. Vous remplacez maintenant l'accélération ici par son expression pour trouver ici la vitesse.
Je dis bien, si la méthode n'est pas imposée dans l'exercice et qu'on vous demande de calculer la vitesse ou bien la longueur L, alors pour la rencontre d'aujourd'hui, voilà l'essentiel qu'il fallait au moins retenir sur cette application. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les 4 autres applications. Dans l'étude, au niveau de l'étude du plan incliné, on va juste se limiter sur les 2 cas là et traiter des exercices. On va commencer la résolution des exercices à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans les prochaines vidéos. Donc, je vous remercie et bonne soirée.